d'ailleurs souvent fantasmé, le monde secret du renseignement et des actions clandestines est connu du grand public plutôt par la fiction. Au-delà du mythe, ce numéro du Journal de la Défense propose de décrypter et démystifier ces guerres cachées, complexes et passionnantes à travers les regards croisés de 3 experts du domaine. C'est parti. Fabien Bouli, maître de conférences en cinéma, Bruno Fulini, historien et écrivain, et le général Jean Heinrich, ancien directeur des opérations de la Direction générale de la sécurité extérieure, l'emblématique des GSE. Les opérations clandestines et les actions secrètes nourrissent depuis longtemps l'imaginaire du cinéma. Autant de fictions qui permettent de dévoiler l'invisible. Évidemment, quand on pense à la guerre secrète, on pense aux films d'espionnage. À partir du moment où on nous dit qu'une fiction va nous dévoiler des choses qu'on ne devrait pas connaître, sans doute effectivement que ça vient nous titiller un petit peu. L'idée générale sur le monde du renseignement, c'est celle qui est véhiculée par le cinéma, par le roman. Alors que lorsqu'on a affaire à la réalité historique, on a bien sûr des personnages pleins de ressources et pleins de vitalité. Mais surtout, ce qui domine, je trouve, c'est d'abord la discrétion. Et d'autre part, plus que l'action, le rapport à l'écrit. La définition de guerre secrète, c'est beaucoup trop vague, parce que ce sont à la fois des opérations de renseignement, des opérations d'action, des opérations de type militaire confidentiel, et puis des actions clandestines. C'est pour ça qu'on ne parle pas de la guerre secrète, mais des guerres secrètes au pluriel, et que, effectivement, le cinéma propose différentes représentations des guerres secrètes. Les fictions contemporaines offrent souvent l'image fascinante d'un agent secret qui tient parfois du surhomme multifonction. Mais la réalité est parfois bien plus complexe. La manière dont l'espion est représenté au cinéma, en fait, il n'y a pas une manière de représenter l'espion, et même d'ailleurs, il y a plusieurs représentations de James Bond. Mais on reste évidemment quand même avec James Bond dans une représentation de l'agent qui est très méliorative, même s'il est extrêmement souvent torturé, malmené, c'est quand même un personnage qui s'en sort. À l'inverse, on va avoir des films comme L'espion qui venait du froid, où là, on a vraiment la volonté d'avoir une représentation la plus froide, presque austère, en tout cas, la plus réaliste qui soit. Et on voit que le travail d'espion n'a rien ici de cette idée assez flamboyante portée par un James Bond. Officier traitant, opérateur radio, source, agent d'écoute, les profils et les métiers du renseignement sont variés, au cinéma comme dans la réalité. On parle beaucoup d'agents, mais les agents, c'est une notion très vague. Il y a, on peut dire, des professionnels et des amateurs qui sont aussi des agents. Donc un agent, ça peut être effectivement ce qu'on appellerait un superman du service action qui est très entraîné et qui est un vrai professionnel. C'est un agent, mais il y a aussi des agents qui sont des amateurs complets et qui sont des agents dormants, quelqu'un à qui on fera appel un jour ou pas, des agents logistiques à qui on demande simplement de porter quelque chose d'un endroit à un endroit B. À chaque mission, il y a un type d'agent. Ce qui est important aussi, c'est que le renseignement, c'est un travail collectif. Alors, le génie d'un Ian Fleming, c'est que dans le personnage de James Bond, il a incarné toutes les fonctions d'un service de renseignement. James Bond, c'est pas un individu, c'est un service incarné en un individu. Mais bien sûr que ce n'est pas le même individu qui va collecter sur le terrain, qui va manipuler les informateurs, qui va remonter directement à la centrale, qui va procéder au sabotage, qui va éventuellement liquider les méchants. Il y a un état d'esprit dans les services qui fait qu'on ne parle jamais, même à ses amis du service. On voit que quelqu'un disparaît pendant quelques semaines, puis un jour il réapparaît, bonjour, très bien, ça va, oui. Et on continue, la vie continue, mais on ne pose pas de questions. C'est un métier où il ne faut attendre aucune reconnaissance. Quelquefois, vous faites des choses très risquées, très importantes, et on oublie de vous dire merci.
Un agent clandestin peut au sein de son propre service utiliser un faux nom. Sur le terrain, il peut avoir un ou plusieurs noms de code et même avoir recours à une identité fictive. Le titre de la série, Le Bureau des légendes, ça repose sur une dimension bien connue des services secrets, c'est qu'un agent peut se créer une légende, c'est-à-dire un autre personnage, une fiction, justement, pour pouvoir opérer sur le terrain. La légende, elle existe. Une légende, c'est pas, on vous donne pas une identité et vous partez avec, et puis vous vous appelez Dupont, vous appelez Durand. C'est pas du tout ça. C'est que on vous fabrique une vraie légende, une vraie double vie. Vous avez un métier. Vous avez des références dans ce métier. Si vous vous dites que vous avez été, si ça se passe mal et on vous interroge, vous avez été instituteur à Cholet, vous appelez Monsieur Dupont, eh bien, il faut qu'il y ait eu un Monsieur Dupont qui était instituteur à Cholet, parce qu'on va se renseigner. Donc, il faut aller loin. Si vous dites que vous êtes électricien, mais il faut savoir réparer un circuit électrique. Donc, c'est long, c'est sérieux, c'est le but d'une véritable formation. C'est pas très simplement on change d'identité. Non, on ne change pas d'identité comme ça. Il faut être un peu acteur. Qui dit guerre secrète, dit nécessairement discrétion. Sur ce point, les services spéciaux rivalisent d'inventivité pour innover et créer des objets toujours plus petits et performants. Appareils photo miniatures, cachés dans un faux sac à main ou derrière une boutonnière. Pistolet 4 mm dissimulé dans un étui à cigarette. Matraque avec lame propulsable intégrée. Ou encore micro-émetteur camouflé dans une boîte d'allumettes factice. Compte tenu du caractère stratégique de leur activité, les services de renseignement sont souvent pionniers en matière de technique. Mettons-nous dans le contexte de la guerre froide des années 50-60. À l'époque, pour le citoyen moyen, prendre une photographie, passer un coup de fil, c'était compliqué. Il fallait des appareils relativement lourds, voyants, coûteux, que tout le monde n'avait pas. Tandis que les professionnels du renseignement avaient déjà des appareils minuscules, de tout petits appareils photos qu'on pouvait dissimuler derrière la boutonnière ou des fausses montres, de même pour enregistrer des conversations. On avait mis au point des choses extrêmement ingénieuses, dissimulées dans des objets de bureau ou dans des livres. Bon, aujourd'hui, ça nous fait sourire parce que n'importe qui, avec son appareil téléphonique mobile, peut faire ce genre de choses. Oui, mais entre les deux, il y a 40 ans d'écart. Donc les services de renseignement, en fait, ont généralement la première génération des progrès technologiques et les utilisent. On voit que d'abord la fiction, elle va s'emparer de choses qui existent. Et autant les gadgets de James Bond sont assez délirants par certains aspects, en même temps, il ne faut pas croire que dans la réalité, les espions n'ont pas, sinon des gadgets, ou en tout cas toute une série d'objets qui servent leur mission. Ça peut aller d'un rouge à lèvres empoisonné, à une bague dans laquelle il y a du poison, au parapluie bulgare. Donc on voit que l'inventivité, quand même, dans le matériel de l'espion est grande. Ça prend quand même appui sur une certaine forme de réalité. Par la collecte de faits précis et vérifiés, les agents s'efforcent d'aider les décideurs à connaître les moyens et les intentions de l'adversaire. Depuis la plus haute antiquité, bien sûr, non seulement les services de renseignement, mais les armées, les diplomates, tous ceux qui manipulent des informations sensibles, secrètes, eh bien, cherchent à coder leur message pour que le message, s'il est intercepté, ne puisse pas être compris, ou en tout cas pas tout de suite, et qu'il faille avoir la clé du code pour en connaître le contenu, ce qu'on appelle le clair. C'est en essayant de casser le code de la célèbre machine allemande Enigma sur ces images qu'Alan Turing mettra au point les premiers ordinateurs, précurseurs de l'informatique moderne. Pour décrypter, espionner ou saboter, en fonction de l'objectif visé, l'agent aura recours à des techniques particulières. Les parcours pour travailler au sein d'un service de renseignement ou d'action sont ainsi multiples et ne résultent pas toujours d'une vocation. Mais alors, qui serait l'espion parfait ? Il n'y a pas d'espion parfait. Il y a un espion qui est parfait pour une certaine mission.
le mot espion est jamais utilisé par nous. C'est pas le bon terme. Et Si on n'utilise pas le terme espion, qu'est-ce qu'il faut dire alors? agent. C'est vague, ça veut rien dire, ça va très bien. Je crois qu'il n'y a pas d'espion parfait, précisément. C'est-à-dire, il y a, en termes de fiction cinématographique, il y a toujours des espions qui sont plus ou moins adaptés au film et à l'histoire qu'on veut raconter. Et il y a différents types de représentations de l'espion qui peuvent cadrer avec des projets de représentation cinématographique qui cadrent avec la vision d'un réalisateur. L'espion parfait est celui dont nous ne savons rien, celui qui ne s'est jamais fait prendre, celui dont nous ne supposons même pas qu'il a eu accès à des informations, qu'il s'en est emparé, qui a réussi à s'introduire dans le sein des seins de l'adversaire pour en extraire l'information capitale, la ramener et en étant totalement couleur de muraille. Le grand espion, c'est celui-là, c'est pas James Bond.